risques. Je vous demanderai pendant la visite de bien rester groupés, de toujours me suivre. Ne vous aventurez pas seul dans la verrerie, puisque comme je vous le dis, il y a des zones qui présentent quelques risques d'éclat de verre notamment. Autre chose, je vous demanderai évidemment de ne toucher à rien, surtout pas au verre. Vous n'êtes pas habilité à manipuler le verre, moi non plus. Vous pourriez vous couper, vous brûler, vous pourriez casser du verre et ce serait fort dommage. Donc à plusieurs reprises, on va retourner dans le four, récupérer une masse supplémentaire. On procède généralement à peu près à 4 feuillages jusqu'à donc l'obtention de la masse suffisante qui va se déterminer à l'œil. Quand je vous parlais du ressenti, du verrier, c'est à l'œil qui va décider lorsqu'il a suffisamment de matière au bout de la canne. Alors à l'œil, au poids, au ressenti. Donc on retourne dans le four, on récupère encore un peu de verre, et l'idée donc est de former une masse de verre la plus homogène possible. D'avoir une boule de verre, une masse de verre, où la matière est répartie donc de manière équitable et homogène. Une fois qu'on a suffisamment de verre au bout de la canne, on va commencer une première étape de soufflage. Cette première étape de soufflage va permettre de créer cette ouverture. On va complètement ouvrir la base du manchon lorsqu'il est suffisamment grand, c'est 2 et 5 mm à peu près d'épaisseur de verre. Donc tout se fait au ressenti, si bien que pour apprendre ce métier-là, il n'y a d'autres solutions que de faire une formation sur le terrain. Il n'y a aucune école qui existe pour former à ce métier particulièrement. Alors, il y a des écoles qui apprennent à souffler le verre, mais on va apprendre à souffler de petits objets de verre, ce qu'on appelle du verre creux, par opposition au verre plat. Mais on n'apprend pas à souffler 7 kg de verre comme on le fait ici. Donc apprentissage sur le terrain, apprentissage assez long. On dit qu'il faut bien 4-5 ans d'apprentissage pour commencer à maîtriser en Pologne, mais ce sont les 3 seuls dans le monde entier à perpétuer ce savoir-faire qui date donc du Moyen-Âge, donc la fabrication de verre plat soufflé à la bouche. Qui, je vous le rappelle, donc a été remplacé plus ou moins par le verre étiré, le verre industriel. Donc évidemment, on ne va pas avoir les mêmes prix au niveau de l'achat. Le verre artisanal, le verre de Saint-Just, coûte nettement plus cher, notamment parce qu'il nécessite, pour sortir 1 mètre carré de verre, il faut quasiment l'intervention d'une quinzaine de personnes. Et d'un délai de fabrication assez long. En verrerie industrielle, essentiellement des machines qui travaillent évidemment, et on a 1 mètre carré en quasiment une dizaine de secondes, donc c'est nettement plus rapide. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? S'il y a un ratage ou une cassure, est-ce que c'est récupérable, on remet fondre? Alors, le verre, il faut savoir que c'est un matériau assez formidable, il est recyclable à l'infini. On peut le faire fondre autant de fois qu'on veut. Donc, évidemment, tout ce qui est chute, déchets, ratage, comme je dis, il y en a peu. Tout ça, on ne le jette pas, évidemment, on le garde, dans l'objectif de le faire. Le nombre de possibles quand ils veulent, et ça va leur amener une fin de journée vers 10h, 10h30, 9h30, ça dépend. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vous fait venir aussitôt à 8h30 le matin, de manière à garantir d'avoir une production à observer pendant la visite. Oui. Pardon? Vous voulez tout savoir tout de suite. Pour le bariolé, on va partir au moment où on prépare la paraison de verre, donc la boule de verre autour de la crème. C'est là qu'on va introduire les colorants, qui sont sous forme de petits granulés, donc solides. On va les positionner dessus, choisir les couleurs évidemment. On laisse tout ça fondre, et après, si on va avoir des vagues sur le verre, on va juste un petit peu les étirer avec un pic en métal. On remet du verre par-dessus, et après le motif il se fait tout seul au moment du mélangeage. C'est quand on étire le verre en le balançant que le motif va se déployer. Donc aucune plaque ne peut être identique à une autre. Choisis juste les couleurs. 200 degrés. Donc ça représente un intérêt environnemental et économique. Moins d'utilisation de gaz, moins de rejet de CO2. Après, ici à la verrerie de Saint-Just, on ne réutilise que du verre
de la verrerie de Saint-Just. Quand vous jetez vos bouteilles, vos bocaux, tout ça, ça part en verrerie industrielle. En aucun cas, ça viendra rentrer dans la composition du verre de Saint-Just. On a une recette, encore une fois, qui est très stricte, qui est secrète, mais de manière à garantir la qualité du verre de Saint-Just, qui, espérons-le, est apprécié des clients. Hein. Voilà. Et puis, on va permettre de créer c'est pas pour autant qu'on va se séparer du manchon, on va quand même aller jusqu'à la fin, et on aura quand même au final une plaque de verre. Feuille de verre terminée, on va d'abord la positionner sur la grille avec les néons derrière. Les néons vont permettre d'accentuer la transparence. C'est un premier contrôle qualité. On va pouvoir voir la qualité du verre, la présence des défauts, voir la couleur, si la couleur est bien bonne, si le coloris est exact. Et surtout, donc, le fait de voir les défauts présents, ça va permettre de déterminer à quel endroit on va redécouper la plaque de verre. Parce qu'on n'a pas un gabarit standard qui est établi et qu'on répète pour faire refondre, eh bien la teinte se modifie. Donc le verre va être plus foncé par exemple. Et pour la verrerie de Saint-Just qui a fait toute sa renommée sur les couleurs, on va se permettre d'avoir des différences de couleurs. Donc rien n'est perdu, tout est valorisé hein, évidemment. Les extraits, les 20% partent en verrerie industrielle pour devenir bouteille de vin ou autre bouteille, autre bocaux. Mais sinon, donc, les 80% restants sont réutilisés. Un verre, quand il est teinté, on ne peut en aucun cas lui retirer sa couleur. Hein. Donc on va garder le verre bleu pour refaire du verre bleu de la même composition, verre rouge, etc. Pareil. Hein. Voilà. On ne les mélange pas. Tourner cette salle en préfabriqué, là, qui est une grande unité de découpe au laser. Donc la verrerie de Saint-Just est équipée de ce site, de cette unité de découpe au laser. Parfois, on va recevoir des verres qui ne sont pas de la production de Saint-Just, juste pour être traités sur la découpe laser. Donc ça, en l'occurrence, je pense que c'est ça. Le verre russe, je ne sais pas, c'est une désignation commerciale d'un autre type de verre. Les qualités du verre de Saint-Just, donc le côté relief, cuticule, etc. Faites l'exercice, observez les monuments et la différence entre une façade avec du verre industriel et une façade avec du artisanal. Et là, on comprend vraiment pourquoi on va privilégier un verre artisanal qui va présenter donc les caractéristiques esthétiques du verre d'autrefois. Pas très loin d'ici, à Saint-Étienne, moi j'ai quelques Lyonnais, on va rajouter le verre par-dessus. Mais un verre blanc donc, parce qu'on a l'émail qui va apporter la couleur. Au fil du travail, toute la partie émail va se développer à l'intérieur du manchon. Et au final, donc, on a la face émail, blanchâtre, et la face verre, qui révèle la couleur. Alors ces verres plaqués, on les utilise assez peu pour du vitrail. Le verre, on le désigne selon 3 catégories, transparent, translucide et opaque. Transparent, il laisse passer la lumière et le regard. Translucide, il laisse passer la lumière, mais pas le regard.
Et opaque, eh ben, il ne laisse passer ni l'un ni l'autre. Là, on a quelque chose de presque opaque. On n'a quasiment pas de transparence et peu de translucidité. Donc on ne va pas l'utiliser pour du vitrage, mais il est par exemple très utilisé pour le revêtement mural, comme je vous le disais tout à l'heure. On pose des carreaux de verre au mur, donc comme des carreaux de carrelage. Une séance de cuisine, habiller tout un mur, enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Il a un autre intérêt, c'est de pouvoir être gravé. On peut graver à l'arrière, retirer donc de l'émail, on grave à la main ou à l'acide, et on va ainsi créer des motifs que l'on voit ensuite par transparence. Utilisable notamment pour créer des luminaires, pour créer tout un tas de choses. Et je vous montrerai quand même tout à l'heure une photo d'un vitrail réalisé par Miro avec du verre plaqué comme celui-ci, où on a l'impression en regardant le vitrail de voir des traces de pinceau, que le verre a été peint. En réalité, ce n'est pas le verre qui a été peint, c'est le plaqué qui a été gravé pour donner l'illusion des traces de pinceau. Bah, l'utiliser seul, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre 300 € dans une plaque de verre qu'on va utiliser toute seule, qui va rester extrêmement fragile. Donc il y a encore une étape de travail à faire et de consolidation du verre pour le rendre durable. Cette étape de consolidation, c'est ce qu'on appelle le feuilletage. C'est-à-dire que généralement, donc on va prendre un verre de Saint-Just. On est aux portes de Saint-Étienne, hein, donc très résidentiel, avec quand même malgré tout quelques entreprises qui perdurent. Hein, et notamment le tissage qui est malgré tout très important. Je parlais de Julien Faure, mais on a une autre entreprise de tissage qui emploie 8. La distance entre le fleuve Loire et le village, ici, on a l'impression qu'il y a quelques mètres. En réalité, il y a quasiment 2 km. Hein. La Loire, elle est bien plus basse. On ne respecte pas les proportions non plus. Concrètement, Guillaume Revel, il se concentre à représenter sur son dessin des choses essentielles. Représenter le fleuve Loire, c'était très important. Important de représenter le fleuve, mais... On sait que les gens étaient ensevelis ici, entourés d'un linceul, pas de cercueil. On a juste retrouvé les os et puis des petits débris de laiton qui permettaient donc d'enfermer le linge. Pas de clous. Si on avait trouvé des clous, on aurait pu imaginer des cercles. Est-ce que vous trouverez le chemin de la verrerie? Vous aurez une punition, une interrogation. Le premier dessin est découpé pour obtenir les gabarits qui servent eux-mêmes à la découpe des verres. Donc celui-là, il est destiné à être découpé, le dessin sur papier rigide. Le deuxième, il sert de garage pour les pièces. Donc au fur et à mesure de la découpe, je vais les poser là-dessus. Et le dernier sert de support pour le vitrail au plomb. Donc le vitrail au plomb, ce sont des verres qui sont sertis dans des profilés de plomb. Le plomb, on ne le coule pas entre les verres. C'est des profilés qu'on va découper et qui vont permettre de sertir les verres. Donc c'est des profilés de plomb en H le plus souvent. Parce que c'est une forme de H à l'envers, donc on appelle ça du plomb en H. Donc c'est des barres de 2 mètres qui sont rangées dans des caisses. Vous voyez, les caisses sont sur la table. Et vous avez, salut Michel, vous avez une caisse par catégorie de plomb. Voilà. Donc les catégories sont les largeurs de plomb, la partie visible du plomb. Et ça peut varier aussi en épaisseur les plombs. Donc vous avez des plombs qui vont de 4 à 17 mm en largeur, ouais, jusqu'à 17. Ouais. C'est rare, hein, mais ça arrive. Avec le verre, il fait 17? Non. C'est la largeur du plomb, la partie visible. Donc on appuie, on tire à soi, là on va jusqu'au bout. Et on a entendu le chant de la molette sur toute la longueur de la découpe. Et on va faire partir la découpe là où on l'a terminée. Elle sera moins résistante, elle partira plus facilement. Voilà. Donc vous voyez, on fait levier, alors soit avec son doigt quand on a l'habitude, soit avec les encoches qui servent à faire partie. On risque un peu. Voilà, donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle